Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à l'atelier 5 du groupe d'études PMBOK 7 du PMI France, consacré au domaine de performance des parties prenantes. Je m'appelle Mounina Tounkara et j'ai le plaisir d'accueillir pour la présentation de ce soir Gaëlle Faye, directrice de projet, Thierry Amégan, Senior Project Manager, Narcisse Onza, consultant en management de projet, Sylvain Granger, Project Manager, Adis Nassirou, directeur de programme, et Iliana Simeonova, ingénieure de recherche en gestion du trafic aérien. Afin de mener à bien votre participation au webinaire de ce soir, merci de bien vouloir vérifier le volume de votre micro, de mettre votre micro en mute et de poser vos questions dans le chat. La présentation de ce soir durera 1 heure et se déroulera en 5 temps. Comme vous pouvez le voir sur la slide, il y aura la partie prérequis objectif, ensuite la représentation, différentes représentations visuelles, puis des présentations de cas de pratique, une première synthèse et par la suite, ce qu'il faut retenir, donc qui sera un atelier collaboratif et qui avait donc pour participer à cette activité, je vais partager le lien dans le chat et une fois que vous cliquez sur le lien, vous allez compléter votre SPEDO, ensuite accepter les conditions générales, puis cliquez sur rejoindre et ensuite vous cliquerez sur le bandeau rose vif pour participer. Et l'idée c'est de rentrer les mots que vous ou les concepts que vous trouverez importants tout au long de ce webinaire, c'est-à-dire des mots que vous pensez qui résument, d'après vous, le concept du domaine de performance des parties prenantes. Et donc, une petite recommandation, je vais juste, donc, si jamais vous voulez proposer un mot composé ou une expression, vous pouvez séparer les différents mots avec des tirets, notamment vous pouvez voir, il y a un exemple, état d'esprit. On peut mettre par exemple état-d-esprit. Je vais passer la parole à Narcisse qui va parler des prérequis et objectifs du domaine de performance partie prenante. Merci, Mounina. Un prérequis à la compréhension du domaine de performance des parties prenantes, il est important d'avoir une connaissance des 12 principes du management de projet et des 8 domaines de performance. Il est important de comprendre les interactions et les interdépendances entre les principes d'une part et les domaines de performance d'autre part, et puis les principes et les domaines de performance réunis. L'objectif du domaine de performance des parties prenantes est d'obtenir une relation professionnelle productive tout au long du projet, d'obtenir l'approbation des objectifs du projet par les parties prenantes, d'obtenir l'optimisation de la solidarité et la réduction des impacts négatifs des personnes réfractaires autour du projet. Nous rappelons ici qu'un domaine de performance de projet est un groupe d'activités essentiel pour garantir la livraison efficace des résultats du projet. Je passe la parole à Sylvain pour nous présenter une représentation graphique du domaine de performance. Merci Narcisse. Donc en effet,
Voici une représentation graphique du domaine de performance des parties prenantes pour une lecture du processus de gauche à droite. Donc, le processus est constitué de différentes étapes telles que identifier les parties prenantes, les comprendre, les analyser, les hiérarchiser, les impliquer et enfin les suivre et les contrôler. Une fois que nous avons, par exemple, identifié et compris les attendus des parties prenantes, on les analyse et on peut mettre en exergue, au sein d'une matrice, les aspects de pouvoir, d'impact, d'influence. Ces éléments peuvent être consignés, comme on voit sur la partie basse à droite, au sein du registre des parties prenantes. Enfin, de suivre les parties prenantes pour en assurer la surveillance et maîtrise, et plus précisément l'évolution de leur niveau d'engagement pour la création de valeur. Pour terminer, ce processus inhérent aux parties prenantes est un processus qui tient lieu de réitérer à chaque phase ou autant que de besoin, en fonction de l'adaptation du cycle de vie et de l'approche de développement et de l'ensemble des interactions avec les différents items que composent les domaines de performance. Je vais maintenant passer la parole à Addis pour une représentation quelque peu différente entre une représentation prédictive versus agile. Merci Sylvain. Donc, ici, on a voulu présenter l'analyse des parties prenantes par rapport à tout ce qui est approche prédictive. Donc, comme vous le constatez, l'approche prédictive plus en bas, qui se déroule depuis l'initialisation jusqu'à la clôture sur les 4 phases, nous avons aligné l'intervention, sinon les positionnements des différentes parties prenantes sur l'approche prédictive. Vous avez par exemple la partie des fournisseurs, donc les fournisseurs qui vont intervenir sur toute la partie exécution jusqu'à la clôture, vers les clients, les utilisateurs, les organismes réglementaires et les comités exécutifs qui vont intervenir de façon ponctuelle, là où les points ont été définis. Vous avez le PMO, voilà, suivant les approches organisationnelles, qui peuvent intervenir soit en support de façon ponctuelle, mais ici, on a représenté un PMO qui intervient de façon continue dans le cadre de l'approche prédictive jusqu'à la clôture. Ensuite, vous avez les comités de pilotage également qui vont intervenir au démarrage, donc au niveau de l'initialisation, au niveau du démarrage de la planification et au niveau du démarrage de l'exécution et donc marquant également la fin de la clôture. On a également les chefs de projet, équipes de management de projet et équipes projet qui vont intervenir sur toute la phase de l'approche prédictive jusqu'à la clôture. Donc, je vais rapidement passer sur la slide suivante pour parler un peu de la relation de dépendance avec toujours les parties prenantes, mais dans le cadre de l'approche Agile Scrum. Donc, à la différence de l'approche prédictive, nous avons ici les différentes parties prenantes que sont l'organisation, les clients, le Product Owner, le Scrum Master et les déjà dans l'approche Agile Scrum, nous avons 3 groupes d'intervenants, les Product Owners, le Scrum Master et les développeurs, qui vont intervenir sur tout le cycle agile. Donc déjà, on part avec les clients qui vont expliquer les besoins métiers au niveau du Product Owner. Le Product Owner qui va constituer à la suite des prises de notes le Product Backlog, composé donc de User Stories. Ces User Stories seront priorisées et planifiées par l'équipe Scrum et nous allons entamer progressivement des sprints
sur 2 à 4 semaines à partir du sprint backlog qui aura été constitué. On va progressivement aller vers tout ce qui est rétrospective des sprints, après la revue des sprints, jusqu'à la production de notre incrément pour pouvoir finaliser la partie la partie agile. Donc voilà un peu ici résumé les différents acteurs qui vont intervenir dans le cadre de l'approche Agile Scrum. Donc je vais passer la parole pour la slide suivante. Merci. Merci beaucoup, Addis. Un gestionnaire de projet est un leader. Et puis, en tant que leader, il doit garder à l'esprit qu'un projet est fait par des personnes pour des personnes. Et lorsque des personnes sont réunies, ce qui les unit, ce sont les moyens de communication, les modes de communication. Ici, nous avons un exemple de mode de communication que nous avons représenté. Il s'agit du mode push-pull. Dans le cadre de la communication push, c'est le leader, par exemple, qui envoie un message aux parties prenantes. Et dans le cas du mode de communication pull, ce sont les parties prenantes qui vont chercher la bonne information au bon endroit et puis au bon moment. Il est important ici de souligner que lorsque la communication avec les parties prenantes est bien gérée, cela conduit inévitablement à l'engagement de ces derniers et à leur adhésion au projet. Moïna, la slide suivante. Sur la slide qui suit, nous avons représenté dans ce tableau quelques avantages et inconvénients du mode de communication push-pull. Pour ce qui est du mode de communication push, tout à l'heure, je rappelais que ça peut être, par exemple, d'envoyer un mail, un mémo, un rapport, un message vocal ou un livrable. Un avantage de ce mode, c'est qu'il s'agit d'une communication directe vers les parties prenantes. Par contre, un inconvénient, c'est que c'est une communication non sélective. On ne sait pas si les parties prenantes ont bien reçu l'information et si elles l'ont comprise. Et un exemple d'interaction qu'on peut avoir pour ce mode de communication, un exemple d'interaction qu'on peut mettre en place, on peut mettre en place un accusé de réception, des revues de livrables ou propositions de réunions de suivi, de brainstorming. On peut envoyer par mail un lien vers une vidéo de formation avec des compteurs de vue. Pour ce qui est du mode de communication pull, ça peut être la mise en place d'un intranet, de radiateurs d'informations, de dossiers partagés, de SharePoint, etc. Comme avantage, ce mode de communication est indirect et ciblé. Ce sont les parties prenantes elles-mêmes qui vont chercher l'information dont elles ont besoin. Par contre, un inconvénient, c'est qu'on ne sait pas si les parties prenantes retrouvent la bonne information quand ils en ont vraiment besoin. Quelques interactions qu'on peut mettre en œuvre, il peut s'agir d'ajouter des notifications de connexion ou de publier des vidéos de démonstration avec compteur de vue et notification. Alors, j'invite Iliana qui va nous présenter quelques cas pratiques du domaine de performance des parties prenantes. Merci, Narcisse. Donc ici, on va voir comment on utilise les méthodes que Narcisse vient de mentionner, les méthodes push et pull. Et en fait, ici, le cas pratique, c'est un plan de communication auprès des parties prenantes. Ce plan de communication est représenté comme un rapport d'avancement mensuel.
Et en fait, c'est à travers d'un mail qu'on envoie aux parties prenantes. Ce mail est composé de plusieurs parties. Il y a une partie qui est dédiée au résumé du rapport. Après, il y a une partie où on peut télécharger des documents. Et ça, c'est un exemple, comme Narcisse a expliqué tout à l'heure, du communication pool. Et ici, par exemple, on peut donner comme document à télécharger une planification sous la forme d'un Gantt et aussi des rapports précédents. Une partie de ce rapport d'avancement mensuel est aussi dédiée aux prochaines étapes. Aux prochaines étapes, ça veut dire quels sont les livrables qui doivent être délivrés par les parties prenantes ou quand est-ce qu'on va avoir des points de contrôle du avancement d'une tâche qui est menée par les parties prenantes. Après, la quatrième partie du rapport constitue le statut du travail. Et en fait, ici, on va détailler par activité, on va donner des détails par des activités passées. Comme exemple, quelles sont les activités menées par les parties prenantes qui sont passées, quels sont les documents déjà livrés, quelles sont les décisions clés qui étaient prises. Après avoir dit ça, on a aussi une partie qui est dédiée aux risques, aux problèmes et aux opportunités dans le projet. Et une partie assez importante est dédiée aux communications. Et par exemple, dans ce mail, on peut mettre un lien vers une publication mensuelle, par exemple un lien sur LinkedIn qui présente sous la forme, par exemple, d'une vidéo, le travail qui était mené par un des parties prenantes. Étant dire ça, on doit aussi mentionner le fait que le domaine du partie prenante, en fait, c'est un des 8 domaines de performance et l'ensemble des domaines de performance forme un tout unifié et chacun des domaines fonctionne d'une manière interdépendante. Donc, ici à droite, vous pouvez voir les 8 domaines de performance et vous pouvez voir aussi que les parties prenantes, le domaine, il interagit avec la planification. Donc, ici, dans l'exemple, la planification est dans le rapport du avancement mensuel est représenté par une Gantt. Après, les parties prenantes interagissent aussi avec le travail du projet. Là, ici, dans l'exemple, on peut donner le statut où on donne les détails par activité passée. Le domaine des parties prenantes interagit aussi avec la livraison. Donc, par exemple, le fait qu'on détaille quels sont les livrables que les parties prenantes doivent délivrer prochainement ou les livrables et les documents qui étaient déjà livrés. Et les parties prenantes, le domaine interagit aussi avec le domaine d'incertitude. Donc, ici, comme exemple, on peut donner le fait qu'on détaille quels sont les risques et les problèmes dans le projet. Merci, Mounina. Si on pourrait passer à la slide suivante. Donc, là, j'aimerais bien faire une synthèse sur les parties prenantes. Comme j'ai dit tout à l'heure, le domaine des parties prenantes est un des 8 domaines de performance des projets. Et il faut dire, comme Sylvain a déjà expliqué, qu'il est composé des individus, des groupes et des organisations. En plus, ici, il faut ajouter qu'on ne parle pas que des individus et des groupes internes, mais aussi des externes. Et il comprend des activités liées au engagement, notamment identifier, comprendre, analyser, hiérarchiser, impliquer et contrôler. Il faut, pour bien gérer le projet, il faut bien piloter l'engagement des parties prenantes tout au long du cycle de vie du projet.
Il faut aussi travailler avec les parties prenantes pour favoriser des relations positives et aussi la satisfaction des parties prenantes du projet. Et en plus, éviter tout écart et impact négatif sur le projet. En plus, il faut établir un bon plan de communication. Et j'aimerais bien aussi dire que l'ensemble des domaines de performance forment un tout unifié et chacun de ces domaines de performance fonctionne comme un système intégré, interdépendant des autres. Et tout ça, c'est pour garantir la livraison d'un projet et bien sûr la valeur attendue. Merci beaucoup. Je passe la parole à Mounina pour présenter la vérification des résultats du domaine des parties prenantes. Merci beaucoup, Eliana. Et donc, avec l'objectif, en fait, de ce tableau, c'est parti d'un constat. Nous avons vu qu'au début du chapitre consacré au domaine de performance des parties prenantes, il commence par définir, en fait, les objectifs qui ont été énumérés par Narcisse, notamment les objectifs du domaine de performance parties prenantes qui vont être, on peut ils appellent aussi résultats, donc favoriser une relation professionnelle productive avec les parties prenantes tout au long du projet, avoir l'approbation des objectifs projets par les parties prenantes ainsi que tout ce qui va concerner l'engagement des parties prenantes qui s'opposent au projet, et afin que ceci ne puisse pas avoir d'impact négatif sur les résultats du projet. Et ce qui est bien, c'est que à la fin du chapitre domaine de performance des parties prenantes, on voit en fait comment on peut faire pour vérifier l'atteinte des résultats qui ont été énoncés au début du chapitre. Et nous avons trouvé que ça, c'était vraiment intéressant pour les chefs de projet de voir un peu comment vérifier en fait l'obtention des résultats escomptés à travers l'application des outils qui sont donnés en fait dans cette partie prenante. Je pense que ça a été bien expliqué par Sylvain, notamment là où on avait le schéma avec les différentes étapes, notamment la partie identification jusqu'à la partie identification des parties prenantes jusqu'à la partie suivi. Et donc, on peut aussi dire suivi et monitoring des parties prenantes. Et c'est pour ça qu'on voulait quand même mettre un exergue sur ça pour voir un peu que dans la vie de tous les jours, on peut voir un peu comment on peut s'assurer que les efforts mis en œuvre dans le cadre de l'engagement des parties prenantes donnent les résultats que l'on souhaite. Et donc, pour la suite, nous allons passer à ce qu'il faut retenir. Donc, on vous a demandé au début de cliquer sur le lien klaxon pour pouvoir donner les points importants, en fait, d'après vous, de ce qu'il faut retenir de notre webinaire consacré aux parties prenantes. Et donc là, je vais aller voir ce qui a été mis dans le document. Je pense que vous ne voyez pas mon écran. Je vais le partager. Je vais changer, en fait. Je vais partager celui-là. Si je regarde là, voilà, je vois déjà. Je vais arrêter le partage et repartager l'autre document. Voilà, la page. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit. Oui. Ok, très bien. Donc là, on peut voir en fait les mots que vous pensez qu'il faut retenir de notre webinaire. On voit que la communication, quand même, ça revient beaucoup. C'est qui
Voilà, donc il faut beaucoup communiquer. Donc, c'est vrai que l'engagement va au-delà de la communication et que la communication reste un bon début pour avoir l'engagement des parties prenantes. Et donc, je vais voir là, on a à peu près combien de mots. Est-ce que vous voyez combien de mots ont été soumis? Non? Oui, on va dire qu'on a 15 mots. 15 mots, ok. Et J'en ai donc, compris 15. ouais. Et donc, après, vous pouvez choisir les 3 parmi les 15 mots qui ont été proposés, les 3 mots que vous trouvez les plus importants, en fait, pour les parties prenantes. Donc, je vois que pour le moment, c'est adhésion qui vient en première position. Ensuite, je vous laisse un peu le temps de voter. Et là, je vais voir un peu qu'est-ce qui change par rapport au nuage de mots. Donc, si je vois, voilà, c'est toujours la communication. Hein. Donc, je vous laisse faire ça. Et donc, on peut continuer aussi à mettre à mettre des mots et à voter. Et pendant ce temps, on va passer à la partie questions-réponses. Et donc, après, ce qui est intéressant, c'est que les mots que vous allez soumettre, on va pouvoir derrière construire un nuage de mots qui sera mis dans le livrable final, donc qui peut être consulté par chacun de nous. Je vais arrêter de partager ça et aller sur notre slide. Et je vous donne la parole pour poser vos questions. Vos questions. Et avant ça, j'ai oublié. Donc, en fait, ce qu'il faut noter, c'est que dans le PMBOK, il y a un chapitre qui va concerner en fait les méthodes, modèles, méthodes et artefacts. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a énuméré pour le domaine de performance partie prenante les modèles qui sont proposés, notamment, donc là, on va voir les modèles. Il y a une cartographie en fait avec tous les domaines de performance et on a essayé de scinder pour chaque domaine de performance, voir ce qui est disponible comme modèle. Là, vous pouvez voir en fait sur le slide. Ensuite, on a fait pareil pour les techniques. Et ensuite, pour les artefacts, c'est pour vous donner un aperçu de ce qui existe et notamment, nous vous suggérons aussi, si vous voulez en savoir plus, d'aller voir en fait le chapitre consacré, notamment les méthodes, ce sera la page 173 du PMBOK. Nous allons passer maintenant à la partie questions-réponses. Ok, je vois que vous pouvez, n'hésitez pas à poser directement vos questions. Vous pouvez enlever le mute et poser les questions directement si vous le préférez. Je vois que Elisabeth dit que sa question a été répondue. Ensuite, on a Yanis. Yanis, tu veux parler? Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Oui. Tout d'abord, félicitations pour cette présentation. J'aimerais savoir, est-ce que le modèle MBTI est intéressant pour créer une cohésion d'équipe? Parce que je vois que le MBTI qui est utilisé pour mieux aider à travailler en équipe. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le MBTI. Le MBTI. Et donc, ce que je peux te dire sur ça, c'est que je ne connais pas la méthode. Je laisserai les autres répondre. Et donc, l'équipe, ça va être le prochain chapitre. Peut-être que dans ce chapitre, on pourra voir, et puis si le MBTI fait partie des méthodes, des modèles proposés par PMI, dans le chapitre consacré aux équipes. Et donc, ça va être domaine de performance équipe. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question? Si Yanis peut développer, détailler un peu rapidement, MBTI.
Alors oui, le MBTI, c'est une méthode comme le disque. Je ne sais pas si le disque avec les théories des couleurs. Et donc, le MBTI, c'est un modèle de personnalité. C'est composé de 16 types de personnalités. Soit on est introverti ou extraverti. Ah oui, je vois. Je vois. Donc, je veux savoir, est-ce que c'est intéressant pour cette partie, est-ce que ça peut aider à rendre mieux à trouver une meilleure performance dans la composition des équipes? Parce que je sais que c'est beaucoup utilisé dans les entreprises MBTI, donc je voulais savoir sur ça. Notamment pour les recrutements. Ils utilisent beaucoup pour le recrutement, pour avoir à peu près une idée du candidat. Mais après, pour la partie équipe, pour voir un peu, est-ce que c'est plus pour connaître la personnalité des gens? Notamment, tu as parlé d'introverti, extraverti, voir un peu, ça dépendra. Je n'ai jamais utilisé en fait dans une équipe, notamment pour avoir la motivation. Est-ce que quelqu'un d'autre a eu l'opportunité d'utiliser ce modèle? Non. Yannick, est-ce que c'est pas plus dans le domaine de performance de l'équipe? Non, je sais pas, parce qu'il y a quand même. C'est plus de la psychologie, hein, c'est de la psychologie en fait le MBTI. Donc c'est beaucoup plus aller à connaître la personnalité des gens. C'est les psychologues qui ont défini ce modèle. Donc c'est utilisé dans le recrutement en fait pour voir un peu. Voilà, au début, mais après, dans le projet, je ne sais pas en fait si dans les entreprises, ils le font ou pas. Voilà. Mais du coup, la question intéressante, c'est est-ce qu'on pourrait utiliser ces outils pour aller un peu plus en profondeur de l'analyse des parties prenantes et finalement, qu'est-ce que ça nous permettrait d'avoir en complément de l'analyse des parties prenantes? Parce que oui, l'analyse psychologique, au sein des parties prenantes pour aller, entre guillemets, faire ça avec un fournisseur, une organisation ou autre, ça me paraît assez compliqué en fait. Tout à fait. Oui. Et Elisabeth a levé la main. Oui, vas-y, Elisabeth. Bonsoir à tout le monde. Je vais parler doucement parce que je suis à l'aéroport. Je vais embarquer. Effectivement, que ce soit le MBTI ou la méthode dans le chat, pour aller vous renseigner, sont plutôt pour moi des méthodes centrées sur la performance de l'équipe que sur les parties prenantes. Bon. Le MBTI, c'est un test psychométrique pour se connaître plutôt soi-même. Moi, j'ai des clients qui font passer le MBTI à leur cadre, les chefs de projet, etc. Du coup, on l'utilise quand même lors de la constitution de l'équipe. C'est-à-dire que chaque membre de l'équipe indique aux autres quel profil il est, donc c'est avec des lettres, hein, introverti, extraverti, comment il prend des décisions, comment il analyse le monde, etc. Et lorsque les 5-6 membres d'une même équipe ont découvert aux autres leur profil, du coup, moi, je les amène à se questionner sur qu'est-ce que ça va donner quand on va travailler ensemble. Est-ce que finalement, est-ce qu'on va être complémentaires? Si on est tous pareils, tous introvertis, qu'est-ce que ça va vouloir dire comme dynamique d'équipe? Si on est plutôt eux, qu'est-ce que ça veut dire? Et si on n'a pas de complémentarité, alors quelles sont les forces et aussi quelles sont toujours les limites en fait à la non-complémentarité. Voilà. Mais pour moi, ça c'est un avis très personnel, étant une professionnelle de l'accompagnement d'équipe, la méthode la plus pertinente, car elle est véritablement centrée sur le profil partenarial, c'est la méthode Belbin. Mais du coup, moi, je me suis inscrite au groupe de travail sur l'équipe et je pourrais peut-être vous donner des exemples à ce moment-là lorsque nous ferons notre webinaire. Voilà. Très bien. Et donc, en fait, c'est plutôt après le prochain webinaire qu'on pourra parler plus de ces types de méthodes, modèles. Oui, puisque c'est centré sur l'équipe. Moi, ce que j'ai proposé en complément des modèles, merci Mouna, parce que je n'étais pas encore allée voir, qui apparaissent dans le PMBOK. Moi, il y a une approche que j'aime bien, je crois que je l'ai mise dans le chat un peu plus haut, c'est la stratégie des alliés, et qui est issue des travaux de Jean-Christophe, non pas Jean-Christophe, Jean-Christian, je crois, s'appelait-il, mais il est décédé, Fauvé, de l'Institut de la sociodynamique. Je vous ai mis également le lien, parce que je trouve ça très, très intéressant, en fait, d'aller repérer dans les parties prenantes les alliés.
Et en fait, la philosophie de l'approche, c'est lorsqu'il y a, comme tu l'as dit, Moumina, éventuellement des parties prenantes qui freinent le projet, alors comment se détourner, entre guillemets, des ennemis du projet pour identifier des alliés et mobiliser des alliés dans le sens du projet, en fait, en synergie avec le projet. Voilà. Parce que les projets, quand ils échouent, les études, semble-t-il, ont montré qu'ils échouent davantage par manque d'alliés que par force destructrice des antagonistes. D'accord. Très, très intéressant. Voilà ce que je peux partager dans mon expérience. D'accord, c'est super intéressant, Elisabeth, merci. J'apprends aussi, donc je suis ravi. Juste un commentaire sur le PMBOK 7, effectivement. Il y a eu effectivement une présentation des modèles, méthodes et artefacts qui sont proposés dans le PMBOK 7. Comme je l'avais précisé lors d'un précédent atelier, le PMBOK 7 fait un lien avec la plateforme PMI Standard Plus, hein, et dans cette plateforme-là, on a une liste beaucoup plus évolutive de ces différents outils. Donc, ce qu'on a mis dans le PMBOK 7 qui se voulait relativement synthétique, ce sont des exemples parmi les plus significatifs qu'on pouvait trouver sur le marché, mais c'est en aucun cas limitatif. Donc, effectivement, il n'y a aucune contre-indication à utiliser d'autres techniques, d'autres modèles, d'autres artefacts, et peut-être bien même que ceux qui ne sont pas aujourd'hui dans le PMBOK 7 figureront dans quelques temps sur PMI Standard Plus. Ouais, c'était ma précision. Excellent. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et est-ce que quelqu'un d'autre a une question? Dans ce cas, nous allons l'inviter à ouvrir son micro et à poser la question directement. Comme ça, on a plus d'interaction. J'avais juste une question très innocente, hein. Comment on définit les parties prenantes? Alors, on en a parlé vaguement. Il me semble que dans les précédentes versions de PMBOK, on dit individu, groupe ou organisme qui peut affecter, être affecté ou percevoir d'être affecté par une décision, une activité ou le résultat d'un projet, un programme au portefeuille. Est-ce que... Alors, peut-être que mot à mot, il y a peut-être une exception à un mot près, mais je pense que c'est exactement la définition qu'il y a dans le PMBOK 7. Hein. Voilà. Encore une fois, peut-être à une nuance près, mais ce que tu as dit me parle tout à fait, et je pense que c'est défini de cette façon-là dans le PMBOK 7. OK. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a effectivement, comme Sylvain l'a montré, hein, ça peut être des membres de l'équipe projet, ça peut être le chef de projet, ça peut être un client, ça peut être un utilisateur, ça peut être un exploitant, ça peut être des utilisateurs du grand public, des utilisateurs de l'entreprise. Voilà, c'est extrêmement large en fait. Hein. Je fais une parenthèse aussi par rapport à la définition qu'on trouve par exemple dans Scrum. Scrum, en fait, c'est très dichotomique, on va dire. On a l'équipe Scrum et le reste du monde. Et donc, non. Il y a aussi l'organisation dans Scrum. L'organisation peut intervenir. Ce que je veux dire par là, c'est que la définition de la partie prenante dans Scrum, c'est tout ce qui ne fait pas partie de l'équipe Scrum. C'est ce que je voulais dire. Voilà. Peut-être pour compléter, pour échanger avec Jean-Luc et les collègues, quand même, la gestion des parties prenantes dépend aussi, peut-être qu'on n'a pas mis suffisamment l'accent, même si on l'a survolé, de l'organisation de l'entreprise et l'organisation des projets, comment l'entreprise gère ses projets. Donc, c'est vrai que si on n'a pas une gouvernance qui est habitué à manager des parties prenantes,
le rôle de la gouvernance me paraît important. Voilà ce que je voulais dire. Alors, la gouvernance au sens large du terme, enfin, tout acteur de la gouvernance fait partie des parties prenantes. Voilà. Oui, mais la façon même de gérer les portefeuilles, les programmes et les projets, donc, influe sûrement sur la façon dont on va manager les parties prenantes. Oui, certainement. Tu as tout à fait raison. Tout à fait raison. De la même façon que les parties prenantes peuvent avoir une influence sur la façon dont on va mener le projet. C'est Ouais, aussi d'accord. écrit Ouais. comme ça. Ouais. Ça marche dans les deux sens. Interaction. Ouais, ouais. 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 OK. D'autres questions? Il nous reste encore un quart d'heure ensemble. Alors, ce que je peux commenter, Oui. juste, alors c'est juste périphérique à la discussion, hein, c'est que si on fait le lien avec les principes, finalement, les parties prenantes, c'est à cheval entre, on va dire, deux groupes de principes. Quelque part, on a le principe qu'on connaît tous, hein, c'est se concentrer sur la valeur. Hein. La valeur, on la produit pour les parties prenantes, d'une part, et d'autre part, dans les principes, on a tout un ensemble d'items qui concernent les personnes. Et ça a été dit pendant la présentation, les projets sont faits par des personnes pour des personnes. Et donc, finalement, les parties prenantes sont à cheval entre les deux, puisque, alors, elles sont concernées, ou en tout cas une partie d'entre elles sont concernées par la production de valeur en tant que destinataire. Et d'autre part, les parties prenantes, alors ce sont certes, effectivement, comme l'a dit Hamid, des organisations, des groupes, etc., mais ce sont aussi des individus. De façon atomique, ce sont des individus, et toutes les notions liées aux individus, à la gestion, alors on a parlé de gestion d'équipe, on a parlé dans les principes, on parle de leadership, etc. On le retrouve finalement dans ce cadre-là. Et donc, c'est que en fait, c'est ce qui m'a fait un peu réfléchir quand je lisais le PMBOK. Et donc, en fait, à un moment, on parle en fait des parties prenantes dans la partie principe, parce que ça fait partie prenante, c'est un principe en plus et on parle encore de parties prenantes dans le domaine de performance, en fait. Pourquoi, en fait, la question, c'est pourquoi on a décidé de mettre dans différents endroits et notamment, c'est vrai que dans la partie domaine de performance, on parle de fonctions et d'activités de parties prenantes, alors que dans la partie principe, on va plus parler notamment des soft skills, tels que comment en fait, la communication, c'est important avec les parties prenantes, et aussi toutes les compétences interpersonnelles et personnelles telles que l'empathie, l'intégrité, ainsi de suite. C'est une très bonne question, Mounina, et on peut l'appliquer à beaucoup d'autres sujets. Hein. Donc, on peut être un petit peu interpellé sur le fait qu'il y a des sujets dont on parle dans les principes et dont on parle également dans les domaines de performance. Et puis, donc, il n'y a pas une étanchéité entre les deux, d'une part, et puis d'autre part, les domaines de performance se recoupent les uns avec les autres, au moins en partie. Et si on prend l'exemple des parties prenantes, effectivement, comme tu l'as dit, les principes, c'est en gros, c'est l'état d'esprit. C'est ce qu'on doit garder à l'esprit quand on travaille sur un projet. C'est l'attitude, c'est le comportement. Les domaines de performance, ça va être plus comment on fait. Comment on fait, quelles sont les activités qu'on doit mener pour produire des résultats. Et ces activités ont un prolongement, comme ça a été montré dans la présentation, vers
les modèles techniques et artefacts. Donc là, on est dans le concret, quelle technique on utilise, pour quand, quel artefact on peut solliciter, produire, etc. Donc voilà, on peut parler des parties prenantes au sens principe, comportement, état d'esprit, et on peut parler de nouveau des parties prenantes sur techniquement comment on s'y prend, quels sont les outils qu'on peut utiliser pour produire des résultats dans le domaine de performance des parties prenantes. Merci. Je vois qu'il y a une question. Et donc, Yanis dit, les parties prenantes dans une gestion de programme englobe qui, à la différence d'une gestion de projet. Yannick, je dis mot à mot ce que tu as écrit. Donc, en gros, tu veux dire en fait que la différence est de comment gérer les parties prenantes dans un programme ou dans un projet. Est-ce qu'il y a une différence? Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Je peux me permettre, mais on discute ensemble. Un programme, la définition d'un programme, c'est un ensemble de projets coordonnés, n'est-ce pas? Et ils sont managés par un directeur de programme. Donc déjà, au niveau partie prenante, il y a le directeur de programme et il y a les différents chefs de projet des différents projets rattachés au programme. Au niveau du programme, on a une vue un peu plus proche de la stratégie. Au niveau du projet, c'est plus l'équipe projet. Donc, je dirais, il y a des parties prenantes qui ont une vision d'un ensemble de projets qui n'est probablement pas la même qu'un chef de projet qui, dont le rôle est de gérer son projet. Mais en termes d'outils, modèles et artefacts, c'est la même chose, non? C'est les mêmes techniques qu'on a, les mêmes modèles et les mêmes artefacts, quel que soit le contexte où on est, que ce soit dans un programme ou un projet. Après, oui. Est-ce que quelqu'un souhaiterait ajouter plus d'informations par rapport à tout ce qui a été dit? Par rapport à gestion, je ne sais pas trop ce que tu veux dire, Yannick, par rapport à gestion. Allô? Puisqu'en ce moment, je réalise un mémoire sur la gestion de programme et sur la gouvernance. Et donc, moi, je compare. Alors, c'est vrai que ma question, j'ai mal explicité. C'était plutôt sur les méga projets que je voulais faire la comparaison parce que c'est vrai que les projets, on sait que comment c'est défini, mais je voulais savoir la différence un petit peu entre un méga projet plutôt, excusez-moi, parce que j'ai oublié d'écrire méga projet et gestion de programme parce qu'ils se ressemblent. Mais ça fait partie de mon mémoire. Et donc, je voulais savoir exactement en termes d'artefacts, quelle est la différence entre plutôt un méga projet et un programme. Parce que c'est comme le méga projet fait partie d'un projet dans les caractéristiques, ça se ressemble beaucoup aussi avec un programme. Donc, je ne sais pas si c'est clair. Juste comment tu définis le méga projet? Parce que comme on l'a vu précédemment, donc tu as la notion de portefeuille qui regroupe un ensemble de programmes et de projets. C'est peut-être ça le méga projet dont tu parles. Et là, c'est plus une vision stratégique, c'est-à-dire l'orientation des portefeuilles, c'est une vision stratégique. Le pouvoir de décision d'un directeur de portefeuille, c'est plus une vision stratégique. Le chef de programme ou le directeur de programme, le directeur de projet, c'est un niveau, c'est des gens qui mettent plus la main à la pâte. Hein. Donc, ce sont des… tu vois ce que je veux dire? C'est des niveaux voilà, différents. Alors, est-ce que ton méga projet, c'est le portefeuille? Je crois qu'on est sur des aspects. Oui, vas-y, je t'en prie. Enfin, je voulais juste rajouter un tout petit peu par rapport à gestion de projet versus gestion de programme. Si par exemple, on prend une entreprise, je vais partir sur un exemple peut-être pour plus élaborer. Si on prend une entreprise qui met sur place, disons, un programme de digitalisation, on va voir que dans ce programme, on va avoir un projet de
de gestion de stock ERP, un projet de HR et par exemple un projet de gestion des relations de Salesforce, par exemple. Alors, on a un programme où on a beaucoup plus de stakeholders parce que chacun de ces petits projets a des parties prenantes différentes. Donc, la façon dont tu communiques au niveau de ton programme, même si tu utilises parfois les mêmes outils, mais l'engagement que tu fais est différent parce que les interlocuteurs sont différents, comparé à un projet où tu as affaire, par exemple, à une direction, c'est le HR, et aux parties prenantes qui sont liées à ce projet en particulier. Donc, je dirais qu'en termes de gestion de programme et de gestion de projet, la différence, ça serait plus au niveau de l'envergure, au niveau des parties prenantes et du pouvoir qu'ils ont vis-à-vis du projet versus programme. Je ne sais pas si ça éclaire un tout petit peu. C'est tout à fait, c'est plus clair. Ouais, parce que c'est pour avoir la différence. Parce que c'est vrai que dans certaines entreprises, ils appellent des grands projets comme programme, mais quand on voit les caractéristiques, c'est un peu pareil. Donc, juste par la distinction entre le programme et un projet ou un méga projet. Ouais. Voilà. Moi, par exemple, personnellement, je suis dans une entreprise, on a de gros projets qui sont gérés par un gros programme, disons. Donc, chaque projet, c'est beaucoup de parties prenantes, mais on a un niveau programme où une fois par mois, on ira voir les directeurs de chaque projet pour un peu faire le statut de nos projets que nous couvrons. Donc, ça dépend vraiment de l'envergure de l'organisation et dépendamment de ça, l'engagement que tu fais avec les parties prenantes est différent. Merci pour vos réponses. C'est plus clair. Moi, ce que je voulais compléter, en fait, de façon plus pratique, puisque j'en ai vécu dans le cadre de plusieurs programmes, la différence va se situer à un niveau peut-être de pilotage stratégique. Donc, les parties prenantes dans le programme auront tendance à donner plus de représentativité à des parties stratégiques, donc jusqu'au top management, parce que la prise de décision, elle est plus importante dans la mesure où on doit gérer une interdépendance entre plusieurs projets. Voilà, donc on pourrait se retrouver avec des parties prenantes peut-être différentes. Voilà, c'est dans le cadre d'un projet ou bien des parties prenantes en nombre peut-être plus élevé. À contrario, quand on irait maintenant dans le cadre du projet, la prise de décision n'irait pas forcément jusqu'à ce niveau stratégique. Donc, tu auras peut-être un chef de projet qui pilotera et puis, dans le meilleur des cas, qui prendra la difficulté, je dirais, à son niveau. Ouais, à son niveau. Voilà. Maintenant, après, tu auras aussi des différences au niveau de la gouvernance. Tu vois, donc une gouvernance de programme, elle est plus, bon, je dirais pas plus lourde, mais elle fait intervenir, on va dire, plus de niveau de contrôle peut-être stratégique. Donc, elle est à un échelon peut-être au-dessus du seul fait que tu as une gouvernance projet. Tu vois, donc, tu seras par exemple dans un programme de transformation digitale et donc à l'intérieur, tu auras des projets qui auront une gouvernance ou suivre des approches hybrides, d'autres des approches agiles, d'autres des approches prédictives. Mais au niveau du programme, il faut trouver on va dire les points, sinon les niveaux les plus communs et représentatifs de l'ensemble des projets pour donner en fait une gouvernance au niveau même du programme, voilà, qui sera piloté, ce qui est plus lourd. Et ça, c'est quelque chose que je vis actuellement et c'est totalement différent, en fait, d'une gouvernance en mode monoprojet, voilà, où tu irais avec peut-être des jalons préétablis, etc., des artefacts prédéfinis. Dans le cas d'un programme, tout n'est pas forcément prédéfini. Tu vois, on va dire, on va avec quelque chose. On s'en va avec quelque chose qu'on découvre. Et donc, j'ai compris qu'on peut même créer des choses qui n'existeraient pas, voilà, au niveau monoprojet. Donc, on va fusionner plusieurs choses. Et donc, on va vouloir donner une autre représentativité, en fait, de ce que le programme veut atteindre comme objectif.
Voilà, donc ça, pour moi, il y a beaucoup de différences. On pourrait approfondir, voilà, à plusieurs niveaux, tant sur la gouvernance, mais comme le sujet, c'est les parties prenantes, je pense que je m'arrêterai là. D'accord. Ok. Je vais juste apporter un Oui. dernier complément là-dessus, c'est que je pense qu'après, il y a des choix sémantiques qui sont faits par chaque organisation, hein. Parfois, on va très rapidement utiliser la notion de programme dès qu'on a plusieurs sujets qu'on va identifier comme étant des projets. Parfois, on va dire, ben, j'ai un méga projet qui est fait de sous-projets. Donc, finalement, on joue plus voilà, sur le vocabulaire que sur le fond. Moi, ce que j'identifierais éventuellement comme différence entre programme et projet, c'est que peut-être que le programme a une date de fin qui est moins précise que celle que pourrait avoir un projet. Un programme, on a une notion peut-être d'inscription dans la durée, là où le projet est censé être plus déterminé, je ne dis pas plus court, parce qu'il peut y avoir des projets très longs, mais en tout cas d'une durée un peu plus déterminée à l'avance. Ce que je voudrais dire également, c'est que dans la définition précédente, la distinction qu'il y avait entre les programmes et les projets, on a évolué aussi au niveau du PMBOK 7, hein, pour schématiser, hein, je vais simplifier. On avait tendance à dire, grosso modo, que j'exagère, hein, mais grosso modo, les projets produisent des livrables et c'est la conjonction des livrables des différents projets qui, au niveau des programmes, produisent de la valeur. Donc, on avait tendance à associer plus la valeur à la notion de programme et la notion de livrable à la notion de projet. Donc, le PMBOK 16, on a fait exploser cette distinction et on dit que déjà, un projet est censé créer de la valeur en tant que tel. Et le dernier point, c'était sur l'aspect stratégique. Alors oui, effectivement, quand on parle de programme, on a tendance à associer ça, et c'est logique, à quelque chose de plus stratégique qu'un projet. Néanmoins, il peut aussi y avoir des projets totalement stratégiques sur lesquels le plus haut niveau de la direction est impliqué directement, parce que c'est certes un seul projet, mais c'est extrêmement stratégique. Voilà, c'était juste quelques précisions. Merci pour ces éclairages, Addis et Jean-Luc. J'avais juste une question. Au niveau du management des ressources, quand on gère un programme, donc on est responsable d'un ensemble de projets, on va mutualiser un certain nombre de ressources, en fait, aussi. Donc, peut-être que le directeur de programme, les ressources étant des parties prenantes, hein, je parle des ressources humaines notamment, et c'est vrai que parfois, un directeur de programme peut favoriser un projet par rapport à l'autre. Donc, il y a un management des parties prenantes qui sont les ressources, qui ne sont pas du même niveau, je pense. Je ne sais pas ce que vous en pensez, chers collègues. Oui, oui, je suis assez d'accord. Après, on peut aussi, là, on peut faire référence à la notion de PMO, et ça peut être aussi des arbitrages à l'intérieur d'un portefeuille de projet sans la couche programme. Enfin, ça peut être le cas, mais ça peut aussi ne pas être le cas. On a un portefeuille de projet sur lesquels il faut faire des arbitrages, effectivement, à un moment donné. Donc, la gouvernance, effectivement, qui est au-dessus du projet, hein, qu'elle soit programme ou qu'elle soit portefeuille ou qu'elle cumule les deux, effectivement, vient compléter la gouvernance strictement liée au projet. Donc, je suis assez d'accord. Ouais. Voilà, et peut-être ce que je vais compléter, c'est que effectivement, dans le programme, tu auras naturellement des projets qui sont plus importants le plus souvent. Ça peut être représenté de façon graduelle. Donc, tu auras des projets qui sont plus importants que d'autres. Et donc, effectivement, le positionnement le positionnement en tout cas des chefs de projet, quoi, si on les compare, ne sera pas forcément le même. On est dans un programme où, pour un projet plus, on va dire, plus stratégique ou bien qui est un peu plus prioritaire, on aura un chef de projet qu'on va devoir positionner qui aura plus de coffre, en fait. Et si c'est quelque chose de très rapide ou bien de très simple, en fait, on ne va pas positionner le même type de chef de projet, en fait, sur ça. Donc, après,
sur le pilotage, je me rends compte qu'on a tendance souvent, dans le cadre du programme, bien que tous les projets concourent à l'objectif du programme, on a tendance à se focaliser ou à mettre beaucoup plus en valeur un certain nombre de ressources de chefs de projet par rapport à d'autres. Voilà, c'est une expérience en fait que j'ai vécue. Très bien. Ben, merci beaucoup pour ces partages. Et donc, je pense qu'on est bientôt arrivé à la fin du webinaire. Mais il y a une question que je vais poser quand même que je trouve assez drôle. Donc, et c'est Natis qui dit, lorsqu'on dit que les projets sont menés à bien par des personnes et pour des personnes, est-ce à dire qu'on ne peut pas mener des projets pour les animaux, par exemple? Donc, du coup, voilà. OK. Est-ce que quelqu'un veut répondre à cette question? Sinon, on peut passer à la suite. L'homme est un animal comme les autres. Hein. C'est ça. OK. Oui, mais je pense que la gestion des animaux, en tout cas, elle est faite par des hommes, hein, déjà. Donc, forcément, après, on rejoint en tout cas le même pilotage, en tout cas, peut-être des animaux, mais fait par des hommes. Donc, pour moi, il n'y aura pas de différence. Mais comme on avait pu l'évoquer lorsqu'on a parlé de valeur, hein, la valeur d'un projet, ce n'est pas juste la rentabilité économique, ça peut être une valeur sociétale. Donc, effectivement, on peut faire projet pour faire du bien et pourquoi pas pour faire du bien aux animaux, bien entendu. Oui. Effectivement. Alors, de là à faire des groupes de travail avec des animaux, ça peut-être un peu plus compliqué, mais peut-être qu'on peut mesurer l'impact. On peut mesurer l'impact, effectivement. Qu'est-ce qui a changé pour les animaux, certainement. Du moment où les animaux sont des utilisateurs, et ils vont aimer le projet. C'est ça. OK, donc je vais continuer avec la suite de la présentation quand même. Donc, les codes P2I qui est très important. Donc, ce code qui s'affiche donne droit à un P2I. Et ensuite, les prochaines séances de présentation, donc le webinaire sur l'équipe, donc ce sera le 14 avril et même heure 19h. Et pour l'approche de développement et des cycles de vie, ce sera le 28 avril. Toujours la même enquête de satisfaction parce que l'objectif, c'est de s'améliorer et de faire en sorte que les webinaires vous apportent de la valeur, donc qui est la création de valeur qui est un concept très, très important de ce nouveau PMBOK 7. Donc, nous apprécierons que vous remplissiez l'enquête. Donc, ça prend que 2 minutes de dire un peu ce que vous avez pensé de cette séance et comment on peut faire pour améliorer pour la prochaine fois. Ensuite, comme d'habitude, nous avons un certain nombre d'ouvrages du PMI disponibles sur le site du PMI.org, gratuitement téléchargeable si on est membre du PMI. Et donc, c'est les différents ouvrages en fait qui ont été utilisés notamment pour l'élaboration du PMBOK 7. Et donc, il y a certains qu'on a ajoutés parce qu'on a trouvé un intérêt de les lire en fait pour comprendre mieux certains concepts. Et notamment la partie Governance of Portfolio, Programme and Project Practice Guide, trouvé très, très intéressant. Et des ouvrages complémentaires qui pourront vous aider à mieux améliorer votre connaissance du management de projet. Nous avons le dictionnaire de management de projet, les collections essentielles du management de projet, les normes AFNOR. Molina, je pense qu'avec les échanges qu'on a eus, et souvent, on nous fait référence à des sites ou à des ouvrages. Je pense que ça serait intéressant qu'on puisse les rajouter. Par exemple, Elisabeth a parlé de la méthode centrée sur le fonctionnement d'équipe, Belbin. Donc peut-être, je sais pas, peut-être une webographie, je sais pas, qui se rapporte au chapitre qu'on traite, à l'atelier qu'on traite. Très bien. C'est-à-dire, on rajoute des Belbin, par exemple, .fr, machin, etc. En fait, qui se rapporte à l'atelier. Une webographie. Oui, c'est ça.
Oui, et donc je vais copier je copierai les commentaires et notamment, je pense qu'on va revenir sur les différents modèles pour la prochaine séance. Et merci aux présentateurs, merci aux participants et donc merci pour le partage. Sur ce, je propose en fait de terminer le webinaire d'aujourd'hui. Okay. Merci à tous. Merci et beaucoup. Bravo aux speakers et merci pour ces échanges. Merci beaucoup. Bonne soirée. Merci Mounina, merci à tous. Bonne soirée. Bonne soirée. Au revoir. Bravo, bravo. Bravo, bravo. Hein. Je copie tout. C'était bien, j'ai arrêté le partage. C'était bien ta présentation à Paris, Jean-Luc. Nous, on n'a pas pu voir. Hein. On nous a c'était à Avignon. Avignon, c'était Avignon. Je ne faisais pas partie des présentations filmées, effectivement. C'est ça. On nous a... C'était sympa. Alors, je suppose que le support sera diffusé ultérieurement. Mais non, ça c'est. Moi, j'ai adoré. Hein. J'ai adoré là. J'ai pu rencontrer plein de gens intéressants et voilà, des gens que je connaissais au travers des échanges qu'on a comme aujourd'hui, des gens que je connaissais d'avant et que je n'avais pas vu depuis plusieurs années. J'ai discuté avec des gens que je ne connaissais pas du tout, donc vraiment très instructif. Moi, de loin, j'ai aimé aussi, notamment celui qui a ouvert là, il s'appelle comment déjà? Et il a parlé d'handicap, le fait d'oser. Oui. J'ai oublié Philippe. Croison, c'est ça. C'était intéressant et voilà. Oui, il y a pas mal de belles présentations. La prochaine fois, j'espère que je serai en présentiel. Ouais, c'est vrai que ça remplace pas. Hein, C'est ça, c'est pas pareil. Parce que vous, quand vous étiez en train de faire d'autres choses, nous, on était là, on ne savait pas quoi faire. Et oui, C'est ça. Non, j'ai pu notamment enfin rencontrer Armand ici présent. Armand, il était là-bas, il nous a envoyé une belle rencontre aussi. Ah, super. C'était super. Ouais. Armand, tu nous entends? Ah, ok. Il est connecté. On nous entend, mais nous, on ne l'entend pas. C'est ça. Ok. Bon, merci beaucoup, Jean-Luc. Très bien. Oui. Merci. Bonne soirée. Oui. Allez, bonne soirée. Au revoir, Hamid. Salut. Au revoir. Bonne soirée. Ciao. Bravo. Bravo.